Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur l'échantillonnage pour la classe de terminale STMG. Alors, on va commencer par la correction de cet exercice qui était juste une révision sur le lexique que nous avons introduit, que nous avons plutôt rappelé hier sur ce chapitre, c'est-à-dire l'échantillonnage. Alors, une entreprise pharmaceutique souhaite savoir si une de ses machines dose correctement des gélules de paracétamol de 1 g. Voilà, c'est une mise en situation d'un exercice assez classique. Pour cela, le responsable de qualité prélève un lot de 513 pastilles et constate que 437 sont conformes. Donc on est sur l'analyse d'un lot de 513 pastilles et parmi les 513, 437 sont conformes effectivement. Ok. La machine est considérée comme fonctionnelle si sur 100 gélules, au moins 97 sont conformes. D'accord. Sur 100 gélules, 97 sont conformes. Dans cette étude, et ici on doit donc identifier quelles sont les différentes caractéristiques du phénomène qu'on étudie. Alors, commençons par la taille de l'échantillon. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour vérifier si les machines marchent bien, en fait, on effectue un prélèvement sur une portion de toute la production et donc on vérifie si ça marche bien ou pas. Donc, l'échantillon que l'on considère ici, c'est justement les 513 pastilles qu'on prélève, d'accord? Parce qu'on effectue avec les 513 pastilles un test sur l'efficacité de toutes les pastilles. Donc l'échantillon, ce sont les 513 pastilles et sa taille, c'est du coup de 513. D'accord? Alors, quelle est du coup la proportion théorique? Alors quand on parle de proportion théorique, c'est la proportion qu'on sait être la vraie proportion d'une machine qui marche parfaitement. Alors ici, on sait que la machine est considérée comme fonctionnelle si sur 100 gélules, au moins 97 sont conformes. D'accord? Donc il faut que P soit au moins égal, au plus, à 0,97. Alors comment je l'ai obtenu ça? Eh bien j'ai pris 97 sur 100. Très simple. Parce que je sais que la machine elle est considérée comme normale, d'accord? Si sur 100 gélules, j'en ai au moins 97 qui sont conformes. D'accord? Donc je fais 97 divisé par 100. Et enfin, la fréquence observée. Alors la fréquence observée, c'est la fréquence que j'observe à l'intérieur de l'échantillon que j'ai considéré. D'accord? Quand ça dit observer, ça veut dire juste que c'est la fréquence que j'observe dans l'échantillon que je considère. Alors ici, je l'obtiens en faisant du coup 437 conformes sur 513. D'accord? Alors je fais cette opération, 437 divisé par 513, et je trouve comme résultat 0,85, en sachant que je suis en train d'arrondir au centième. Donc je vais ici mettre la petite vague qui me dit résultat approché. Bon, maintenant que nous avons terminé de corriger l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, nous allons passer à une suite d'exemples que je vais détailler avec plein d'exercices sur les intervalles de fluctuation. Je souhaite passer le cours d'aujourd'hui vraiment sur les intervalles de fluctuation, comment il se présente un exercice qui concerne cette partie de la théorie, et en particulier comment les résoudre. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de arrêter la vidéo au moment où je présente le texte d'un exercice, essayez de le faire, et ensuite comparer avec la correction. D'accord? C'est la meilleure façon d'apprendre. Et la semaine prochaine, je vais vous donner la correction de... les exercices que vous verrez en vidéo seront corrigés tout de suite après, mais il y aura aussi un exercice à faire pour la semaine prochaine qui sera corrigé. Je vous invite vraiment à essayer de faire de regarder la vidéo en mettant sur pause et à activement essayer de faire l'exercice. Ne vous inquiétez pas, ce sera corrigé dans les moindres détails juste après. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez en voir un corrigé et ensuite passer à faire le deuxième, comme je vous ai dit avec la technique de la pause, mais je vous invite vraiment à vous entraîner. Tout cela est absolument à votre portée et je pense que c'est la meilleure façon pour vous d'apprendre en regardant la vidéo. Comme ça, une fois terminée la vidéo, vous pourrez passer à autre chose. Bon, je vous souhaite bon visionnage et on passe maintenant aux exemples.
On commence donc avec ce premier exercice-là, c'est l'exercice 19 que j'ai tiré d'un manuel de ma possession. Donc c'est un exercice basé sur des données réelles, mais c'est un magnifique entraînement. Alors je vous invite à mettre en pause la vidéo, à essayer de le faire par vos propres soins, et à remettre à play dès que vous pensez avoir terminé, et dès que vous pensez être arrivé à une conclusion. Et on commence tout de suite avec la correction en lisant le texte de l'exercice. D'après l'INSEE, la proportion des 0-17 ans en France est de 21,95% en 2010. Alors attention, ici il nous donne une proportion, hein, et il nous la donne en France. Ça c'est particulièrement important, parce que ça veut dire que l'ensemble que l'on considère pour le moment, c'est la France. On doit comprendre si la France, c'est l'échantillon que l'on considère, ou à l'inverse, c'est la population totale. Et ensuite, dans le texte, ça va être clair, hein, parce qu'il va nous dire qu'on va considérer la ville de Nice. Or, la ville de Nice, nous le savons, c'est une ville qui ça fait partie de la France. Donc, ça veut dire que tout ce qui est marqué dans cette partie-là du texte, ça ne concerne pas l'échantillon, mais ça concerne la population dont je prends un échantillon. Donc c'est la population globale si vous voulez. Et ensuite on considère l'échantillon, c'est-à-dire la ville de Nice. Donc l'échantillon que je considère ici, c'est ici juste Nice en fait. Et je sais que Nice, elle compte 64 242 jeunes âgés de 17 ans ou moins, hein, parmi les habitants de Nice qui sont donc 343 304. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ici, j'ai les informations concernant l'échantillon que je considère. Ici, l'échantillon, c'est du coup la ville de Nice. Et c'est l'échantillon que je considère à l'intérieur de la population française. Donc voilà, l'idée c'est que la population, c'est toute la France, d'accord, et qu'on considère juste une petite partie de la population, c'est-à-dire la ville de Nice. C'est lui, mon échantillon, d'accord? Un échantillon sur toute la France. Ok? Voilà. Alors maintenant, essayons de répondre aux questions qui sont posées du coup. Alors, calculer la fréquence F0, hein, c'est toujours la même notation qu'on a utilisée, des 0-17 ans à Nice. Alors du coup, si je veux savoir quelle est la fréquence des personnes âgées de 0-17 ans, bah, je vais faire du coup 64 242 divisé par le total de la population. Voilà. Alors ici, je m'ai muni encore une fois de ma calculatrice et je vais du coup effacer tout ça. Je vais écrire donc 64 242 divisé par, je ne me le rappelle pas, donc 304. Donc divisé par 3, 4, 3, 3, 0 et 4. Voilà. J'effectue le calcul, je trouve 0,187. Alors, je vais utiliser cette valeur arrondie du coup au millième. Ça fait du coup 0,1, 8 et 7. Voilà, 187, c'est arrondi, donc je vais mettre encore les symboles d'approcher. Et c'est arrondi à 10 à la puissance moins 3 parce que c'est au millième près. Voilà, très bien. Donc ça, c'était pour répondre à la première question. Deuxième question, les conditions de détermination de l'intervalle de fluctuation sont-elles réunies? Alors ici, on est bien dans ce cas de figure parce qu'en effet, on possède la proportion effective. Et bah oui, parce qu'en effet, la proportion effective, je l'ai juste là, hein, c'est 21,95. Hein. Donc ici, encore une fois, on va répéter le petit schéma qu'on avait vu pour l'exemple précédent. Hein. On connaît la fréquence de l'échantillon, hein, c'est 0,187, je viens de la calculer. Et je sais qu'en France, la proportion effective des jeunes entre 0 et 17 ans, eh bien, c'était donné dans le texte, hein, c'est 21,95%. Donc 21,95%. Autrement dit, si je l'exprime avec un nombre entre 0 et 1, eh ben ça va être 0,2185. D'accord? Donc ici, je vais plutôt préférer cette deuxième expression. Je vais juste m'effacer la précédente et je vais juste retenir celle-là. Très bien. Et ensuite, j'ai besoin de connaître la taille de mon échantillon. Alors la taille de l'échantillon ici elle est très simple, n c'est égal à, je l'ai dit tout à l'heure en fait, je sais que l'échantillon il compte 343 304 habitants. Donc c'est ça que je vais marquer,
n égale 343 304 habitants. Voilà, donc une fois que j'ai toutes ces données-là, je peux essayer de déterminer l'intervalle de fluctuation. Voilà, donc déjà ici la réponse était juste un petit oui. Et donc, que peut-on en conclure? Eh bien, calculons l'intervalle de fluctuation et regardons un peu quelles sont les conclusions que je peux tirer. Donc, l'intervalle de fluctuation, j'ai la formule qui me dit que je dois faire du coup 0,2195 moins, ça c'est la proportion effective du coup, auquel je vais soustraire 1 divisé par la racine carrée de 343 304. Et de l'autre côté, j'aurai la proportion effective, toujours 2195, plus 1 divisé par la même chose, donc 343 304. Voilà, j'effectue ce calcul à l'aide de la calculatrice, qui est juste là. Encore une fois, j'efface tout. J'écris 0,2195 auquel je soustrais 1 divisé par la racine carrée de 3, 4, 3, 3, 0, 4. Voilà. Très bien. Ça va me donner du coup 0,217 que j'arrondis du coup à 0,218. Voilà. Ok, donc ici je vais marquer 0,218. Encore une fois, c'est arrondi au millième. Et de l'autre côté, ça c'était avec le moins, avec le plus. Je vais faire la même opération du coup. Tac, avec le plus. Vous voyez, c'est très rapide. Ici, je trouve 0,221, arrondi à 221, parce que là, le chiffre d'après, c'est un 2. Donc, j'écris 0,221. Je regarde si j'ai bien fait. Voilà, j'ai bien recopié, effectivement. Ok. Alors maintenant, ça, c'est l'intervalle de fluctuation. Hein, c'est celui-là. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je peux en conclure? Alors déjà, je regarde la valeur de la fréquence dans cet échantillon, c'était 0,187. Donc ici, j'ai 0,187. Et la question, c'est est-ce que cette valeur appartient ou pas à l'intervalle de fluctuation? Alors moi, je sais que les fréquences des échantillons, si tout est, entre guillemets, normal, elles doivent appartenir à l'intervalle de fluctuation. Et ça, c'est sûr à 95% de probabilité. D'accord? Je vous le rappelle, du coup, hein, F0 appartient à cet intervalle de fluctuation, je vais l'appeler l'intervalle I, hein, I comme intervalle, à 95% de probabilité. Mais ici, qu'est-ce que nous avons? Nous constatons que 0,187, encore une fois, comme dans l'exemple précédent, n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Alors, quel est du coup, que peut-on en conclure? Alors, nous, on sait que dans une population normale, dans des conditions pas particulières, hein, la population des jeunes entre 0 et 17 ans, du coup, devrait se trouver dans ce pourcentage, bien sûr, la fréquence, devrait se trouver dans cet intervalle. Mais on a trouvé un intervalle, on a trouvé une valeur plus petite. Donc ça veut dire que la ville de Nice contient une population qui est anormalement plus vieille, entre guillemets, parce que le pourcentage des jeunes entre 0 et 17 ans c'est inférieur. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que, eh bien, on en déduit que le pourcentage, donc si vous voulez la proportion, hein, des jeunes entre 0 et 17 ans à Nice est anormalement bas. Anormalement bas. D'accord? Donc ça, c'est l'idée. Voilà. Je veux terminer cette vidéo en vous donnant un autre exemple pour vous permettre de vous entraîner à la maison pour demain. Et donc, l'exemple que j'ai choisi de vous donner, c'est
cet exemple-là. Voilà. Dans un casino, il y a un jeu très simple. Eh bien, il s'agit de lancer un dé à 4 faces. Voilà, vous savez, un dé à 4 faces, c'est un dé qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous en avez jamais vu. C'est un petit dé comme ça. Ça ressemble à une pyramide. Ici, derrière, il y a un autre côté. Et sur chaque côté, il y a du coup une valeur. Par exemple, ici, il y a 1, 2. Ici, en bas, on va mettre, même si on ne le voit pas, du coup, je l'écris en pointillé, c'est un 3. Et là, derrière aussi, on ne le voit pas, je vais mettre la valeur 4. D'accord? Ça, c'est un dé à 4 faces, du coup. Il y a 1, 2, 3, 4, c'est les 4 valeurs possibles. Ok. On lance un dé à 4 faces. Et bien, si le 4 sort, le joueur gagne. D'accord? Je vais juste mettre en évidence cette phrase. Monique, une joueuse qui gagne un peu trop souvent, est arrêtée par les gardes du casino. Ils veulent vérifier que son dé, le dé qu'elle utilise, n'est pas truqué. Et donc, ils le lancent 400 fois. Et ils s'aperçoivent que parmi ces lancers-là, eh bien, il y a eu 158 fois le résultat 4. Question, hein, est-ce qu'on doit arrêter ou pas Monique? Donc ça, c'est notre but. Alors, premièrement, donc ici, il y a des questions qui vous guident dans l'exercice, hein, pour vous aider un peu. Quel est le caractère auquel on s'intéresse dans cet exercice? Eh bien, le caractère, c'est toujours, ne l'oublions pas, hein, une façon mathématique, hein, pour parler de la caractéristique. Donc, je vais juste vous le noter. Hein. En fait, le caractère, du coup, c'est la caractéristique du phénomène que l'on observe. Caractéristique. Essayez de toujours traduire ces mots-là par la caractéristique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans cet exercice? Eh bien, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'on regarde le fait d'obtenir 4 comme résultat. D'accord? Donc, c'est l'obtention d'un 4 avec ce lancer de dés. L'obtention de 4 comme résultat. Ok? L'échantillon proposé ici, c'est du coup le test que le garde vérifie, c'est-à-dire les 400 lancers du dé. Ok? Et question d'après, c'est la proportion effective du caractère. Alors, je sais que la proportion effective, c'est la réalité. Alors moi, je sais que si je lance un dé à 4 faces, et que je considère la sortie de la face numéro 4, du coup, eh ben, je sais que j'aurai une possibilité sur 4. Donc la proportion effective ici, vous vous rappelez, c'est comme pour les naissances, je sais que si j'ai une naissance, c'est 1 sur 2 la probabilité d'avoir un garçon ou une fille, et si pour la proportion, ce sera 1 sur 4 du coup, et ça correspond à 0,25, si je veux le noter avec un chiffre entre 0 et 1, vous allez voir, c'est toujours le plus important. Et la question d'après, c'est du coup, quelle est la fréquence de ce caractère, donc la fréquence de l'obtention du 4, dans cet échantillon. Et bien ici, je vais juste le lire. Eh bien, dans l'échantillon, j'ai que sur 400 lancés, j'ai obtenu 158 fois le résultat 4. Du coup, la fréquence, que j'appelle toujours F0, je n'oublions pas, c'est 158 divisé par 400. Alors ça va me donner comme résultat, je vais juste le noter ici avec ma calculatrice, ça va être donc 158 divisé par 400. Voilà. Et ça fait 0,395. Je vais me le noter, 0,395. Très bien. Et enfin, question finale, quel est donc l'intervalle de fluctuation? Okay. Et je vais essayer de conclure si Monique doit être arrêtée ou pas. Alors, l'intervalle de fluctuation, je le calcule toujours à l'aide de la même formule. Et donc, je vais juste me la rappeler ici, juste en bas. Ça va être du coup la proportion effective. Ça va être du coup... Alors, excusez-moi. Ça va être du coup la proportion effective P moins 1 divisé par la racine carrée de n, point virgule, P plus 1 divisé par toujours la racine carrée de n. Alors avec les données à ma disposition, ça ce sera du coup 0,25 auquel je soustrais 1 divisé par la racine carrée de 400, point virgule, 0,25 auquel j'additionne 1 sur la racine carrée de 400. Voilà. Alors j'effectue donc ces deux calculs-là pour trouver les deux bornes de l'intervalle. Donc ça va être 0,25. Alors, ici, j'efface tout encore une fois. Ça va être 0,25 moins 1 divisé par
la racine carrée de 400. Ça va me donner 0,2, très exactement. Très bien, donc je vais me le noter juste ici. 0,2 à gauche, très précisément, j'ai pas dû arrondir, heureusement. Et de l'autre côté, je sais que là, il faut juste que je pose un petit plus à la place. Ça va me donner du coup 0,3. Très bien, je note donc 0,3. Alors, maintenant, essayons de conclure. Alors, il faut juste un peu de logique ici. Alors, moi, qu'est-ce que je sais? Je vais juste me faire un peu d'espace en allant vers la droite. Qu'est-ce que je sais? Alors, je sais que à ce moment-là, 0,395 est la valeur de la fréquence obtenue par les gardes, et cette valeur-là n'appartient pas à 0,2.0,3. Vous voyez, elle est bien supérieure. Donc, j'en déduis qu'il y a des vraies chances que Monique ait triché. Je déduis que, et donc que le D est très probablement, attention, hein, c'est toujours nécessaire de le rajouter. Et d'ailleurs, ce très probablement, c'est, j'en suis sûr en fait à 95%, hein, ne l'oublions pas, que le D est très probablement truqué. D'accord? Donc ça, c'est la conclusion que je peux en dériver de tout cet exercice. Voilà, donc je vous ai fait deux exemples de calcul. Un, c'était la correction de l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, et ça, c'était un autre exercice que j'avais conçu exprès pour vous. Et d'ailleurs, je tenais à vous raconter une petite histoire par rapport à cet exemple, parce qu'en effet, je n'ai pas choisi le prénom de la tricheuse au hasard, car c'est une histoire vraie. Plus précisément, bon, j'ai dû un peu modifier les conditions de l'exemple, mais je vous conseille de vous renseigner, par exemple, ici, hein. Ça c'est l'histoire de donc une tricheuse qui s'appelait Monique Laurent. Et bien cette personne avait concocté un plan pour tricher au casino, non pas avec un dé à 4 faces, mais effectivement c'était à la roulette. Donc ce qu'elle faisait en fait, c'est qu'elle avait caché une commande radio pour dévier la trajectoire de la balle dans un faux paquet de cigarettes. Donc dans le faux paquet de cigarettes, il y avait en fait une télécommande, et elle faisait bouger la bille qui est métallique, vous le savez du coup, et en la faisant tomber là où elle le souhaitait. Alors malheureusement, je n'arrivais pas à faire un exemple avec cette situation parce que malheureusement c'est un peu trop compliqué, mais effectivement ça arrive, des triches comme ça, et il est vrai que du coup pour en être sûr, il faut faire des analyses sur le matériel utilisé par les tricheurs. Voilà. Donc, j'espère avoir été clair dans ces deux exercices. J'aimerais juste, pour les exercices que vous aurez à faire dans la suite, vous aider avec un petit résumé des questions à se poser pour les résoudre. Alors, il faut toujours se poser les questions suivantes. Quel est le caractère auquel on s'intéresse dans l'exercice? Donc, quelle est la caractéristique que l'on regarde? Quel est l'échantillon qui est proposé, hein? Quelle est donc la partie la petite partie de toute la population qu'on essaye d'étudier ici? Quelle est la proportion effective du caractère dans la population que l'on étudie? Et enfin, il faut se poser comme question, quelle est la fréquence du caractère dans mon échantillon? Voilà. Et cette fréquence, en général, il va falloir la calculer, ou ça peut bien être le cas, hein, bien sûr, elle peut être fournie dans le texte de l'exercice. Voilà. Alors sur cela, on se quitte. Merci à vous pour avoir suivi, et je vous dis à bientôt et bon travail.